Le 12 août de l'an 272 après Jésus-Christ, le soleil de Rome n'éclairait pas, il jugeait. Sa lumière tombait verticalement sur la Via Sacra comme une sentence silencieuse, faisant briller les chaînes d'or massifs qui entouraient les poignets et les chevilles d'une femme qui, à peine 3 ans auparavant, avait fait trembler l'Empire. Zénobie de Palmyre avançait pieds nus sur les pierres ardentes, chaque pas marqué non seulement par le poids du métal précieux, mais par la conscience brutale que le monde entier la regardait. Les foules se pressaient des deux côtés de la route. Des dizaines de milliers de citoyens romains criaient, riaient, montrèrent du doigt. Ce n'était pas une exécution, ce n'était pas un châtiment rapide. C'était quelque chose de plus élaboré, de plus raffiné, de plus cruel. Rome n'avait pas amené Zénobie en son cœur pour détruire son corps. Elle l'avait amené pour réécrire sa signification. Cette femme n'était pas une prisonnière ordinaire. C'était une reine. Elle avait gouverné l'une des villes les plus riches du monde antique, contrôlé des routes commerciales reliant l'Orient et l'Occident, osé se proclamer Augusta, un titre réservé aux empereurs de Rome. Et maintenant, elle marchait seule, séparée même des autres captifs, transformée en un symbole soigneusement élaboré. Rome comprenait le pouvoir des images bien avant l'existence du mot propagande. Elle comprenait qu'une mort rapide pouvait générer de la compassion, voire de l'admiration. Mais une vie prolongée sous le regard du vainqueur, cela créait une peur durable. C'est pourquoi Zénobie n'avait pas été enfermée dans une cellule sombre, ni éliminée en secret. Pendant des mois, elle avait été nourrie, soignée, maintenue dans des conditions qui préservaient sa santé et son maintien. Non par humanité, mais par calcul. Une reine affaiblie ne servait à rien. Une reine méconnaissable n'enseignait rien. Rome avait besoin que le peuple voie exactement qui elle était et ce qu'elle était devenue. Tandis qu'elle avançait sur la voie sacrée, derrière le char triomphal de l'empereur Aurélien, le contraste était insupportable. L'or contre la poussière, la soie contre la pierre, la dignité passée contre l'humiliation présente. Les chaînes n'étaient pas en fer, comme celles des criminels ordinaires. Elles étaient en or pur, le métal du pouvoir, utilisé ici comme un rappel que même ce qui était le plus précieux pouvait être réduit à un instrument de soumission. Zénobie gardait le visage haut, elle ne regardait pas la foule, elle ne cherchait pas de compassion. Dans ce silence tendu, il y avait quelque chose qui déconcertait les spectateurs. Certains voulaient la voir s'effondrer, d'autres, sans l'admettre, ressentaient une admiration gênante. Rome tolérait cette ambiguïté, car même l'admiration, lorsqu'elle naît de la défaite, renforce l'autorité du vainqueur. Ce n'était pas seulement le châtiment d'une femme, c'était un message adressé à tous les royaumes qui observaient de loin. C'est ainsi que finit celui qui défie l'ordre impérial, non pas par une mort glorieuse, mais par une existence transformée en avertissement. Pour comprendre la véritable ampleur de ce que Zénobie était sur le point de vivre, il est nécessaire de revenir en arrière. Non seulement à son ascension au pouvoir, mais au système romain qui avait perfectionné l'art d'humilier sans verser de sang. Un système où le spectacle remplaçait le bourreau et où la mémoire était le champ de bataille final. Pour Rome, le triomphe n'était pas une célébration improvisée. C'était une machinerie ancienne, affûtée pendant des siècles, conçue pour quelque chose de plus profond que la jubilation momentanée. Le triomphe était une leçon publique sur l'ordre du monde. Une cérémonie où la victoire militaire se transformait en vérité politique et où l'humiliation du vaincu devenait une éducation collective. À l'origine, le triomphe avait un caractère sacré. Le général vainqueur défilait non seulement devant le peuple, mais devant les dieux. Il remerciait Jupiter, Mars, les forces invisibles, qui légitimaient l'expansion romaine. Mais avec le temps, ce rituel religieux a évolué vers quelque chose de plus sophistiqué. Un théâtre de pouvoir total. Chaque objet, chaque prisonnier, chaque silence était calculé pour communiquer un message sans équivoque. Rome ne gagne pas seulement des guerres, Rome définit la réalité. Dans ce scénario, les reines captives occupaient une place spéciale. Elles n'étaient pas traitées comme de simples soldats, car elles ne représentaient pas seulement une menace militaire. Elles représentaient une idée dangereuse, la possibilité d'un ordre alternatif. Une femme couronnée, adorée par son peuple,
éduqué, capable de gouverner et de commander des armées, était une anomalie qui devait être neutralisée avec une extrême prudence. La tuer aurait été simple, mais Rome savait que la mort peut purifier. Elle peut transformer un ennemi vaincu en un souvenir héroïque. En revanche, l'humiliation prolongée décompose la figure jusqu'à la rendre méconnaissable. Elle ne laisse pas de place à l'épopée. Elle ne laisse qu'une image inconfortable, dégradée, impossible à célébrer. Cette approche n'était pas le produit d'une cruauté impulsive, mais d'une forme précoce d'ingénierie sociale. L'Empire comprenait la psychologie des masses. Il savait que la peur la plus efficace ne naît pas de la douleur d'autrui, mais de l'anticipation. Voir une reine réduite à un objet d'exposition enseignait aux autres gouvernants que la rébellion ne se terminait pas par une fin digne, mais par une lente dissolution de l'identité. Le peuple romain, quant à lui, jouait un rôle actif. Il n'était pas un spectateur passif, mais faisait partie du rituel. Rire, montrer du doigt, commenter, répéter les insultes officielles, tout cela renforçait le consensus impérial. Le triomphe transformait la foule en complice symbolique du châtiment. Ainsi, le pouvoir ne semblait pas imposé d'en haut, mais partagé. Dans ce système, la figure féminine portait une charge supplémentaire. Les reines vaincues étaient utilisées pour démontrer que ni le lignage, ni l'éducation, ni le genre n'offraient de protection face à Rome. Si une femme pouvait être dépouillée de son autorité aux yeux de tous, alors personne n'était à l'abri. Le message traversait les frontières et les générations. Comparé au monde moderne, le mécanisme s'avère étrangement familier. Aujourd'hui, on ne traîne plus les gouvernants sur des avenues sacrées, mais l'exposition publique, la répétition constante d'images humiliantes et la réduction d'une personne à un symbole restent des outils de pouvoir. Les scénarios changent, les moyens changent, mais la logique demeure. Zénobie n'était pas consciente de chacune de ces couches théoriques, tandis qu'elle marchait sous le soleil romain. Mais son corps, son silence et sa présence étaient des pièces essentielles de cette structure invisible. Elle n'était pas punie seulement pour ce qu'elle avait fait, mais pour ce qu'elle avait représenté. Pour comprendre pourquoi son destin fut si méticuleusement conçu, nous devons observer qui était réellement cette femme avant les chaînes, avant le triomphe, avant que Rome ne décide de la transformer en avertissement. Avant de devenir un symbole de défaite, Zénobie avait été avant tout une construction politique extraordinaire. Elle naquit vers l'an 240 sous le nom de Julia Aurelia Zenobia, dans une ville qui n'appartenait entièrement ni à l'Orient ni à l'Occident. Palmyre était un carrefour de monde, une oasis entre les empires, où le commerce, les langues et les croyances s'entremêlaient naturellement. Grandir là-bas signifiait apprendre très tôt que le pouvoir ne s'impose pas toujours par la force, mais par la capacité à connecter des réalités distinctes. Zénobie fut éduquée comme peu de femmes de son temps. Elle maîtrisait le grec, le latin, l'araméen et l'égyptien. Elle lisait l'histoire, connaissait la rhétorique et comprenait l'importance de l'image publique. Selon des chroniqueurs postérieurs, elle affirmait descendre de Cléopâtre, non pas tant comme une vérité vérifiable, mais comme une affirmation stratégique. Cléopâtre n'était pas seulement une reine vaincue par Rome, c'était un mythe de souveraineté orientale, d'intelligence et de défi. En invoquant ce lignage, Zénobie se plaçait délibérément dans une tradition de femmes qui n'acceptait pas un rôle secondaire dans l'histoire. Palmyre, sous son influence, n'était pas une ville marginale. Elle contrôlait des routes commerciales vitales entre la Méditerranée et l'Asie, administrait des caravanes chargées de soie, d'épices et de métaux précieux. Sa richesse ne provenait pas de conquêtes violentes, mais de l'équilibre entre diplomatie, commerce et pouvoir militaire dissuasif. Cette combinaison faisait de Palmyre un allié inconfortable pour Rome, trop utile pour être ignoré, trop indépendante pour être tolérée. Lorsque son époux, le roi Odeina, fut assassiné en l'an 267, le destin de Zénobie changea de manière irréversible. Son fils Vabalat étant encore un enfant, elle assuma la régence. Officiellement, elle gouvernait au nom de l'héritier. En pratique, elle gouvernait seule. Et elle le faisait avec une autorité qui surprit autant ses alliés que ses ennemis. Elle ne se présenta pas comme une figure décorative. Elle prit des décisions, négocia et, lorsque ce fut nécessaire, mobilisa des armées. Durant ces premières années,
Zénobie entretint une relation ambiguë avec Rome. Elle reconnaissait formellement sa suprématie, mais agissait avec une autonomie de plus en plus évidente. Cette ambiguïté était dangereuse, mais aussi calculée. Rome était affaiblie par des crises internes, des usurpateurs et des frontières instables. C'était un moment où l'ordre impérial semblait négociable. Zénobie comprit ce vide comme une opportunité historique. Elle ne cherchait pas simplement à protéger Palmyre. Elle aspirait à quelque chose de plus grand. Construire une puissance alternative en Orient, une puissance capable de dialoguer d'égal à égal avec Rome et la Perse, non pas par soumission, mais par légitimité. Pour le Sénat romain et pour les empereurs qui se succédaient rapidement, cette ambition était inadmissible. Non pas parce que Palmyre était militairement trop forte, mais parce que Zénobie démontrait quelque chose de plus inquiétant, que l'Empire n'était pas inévitable, qu'il pouvait être défié non seulement avec des épées, mais avec des idées, des symboles et l'autorité. Et lorsqu'une femme incarne cette possibilité, le défi devient encore plus intolérable, car il ne menace pas seulement des territoires, mais le récit même du pouvoir. L'ambition de Zénobie cessa d'être ambiguë au moment où elle franchit une ligne invisible mais sacrée pour Rome: l'appropriation de ses symboles. Dans les années 269 et 270, les légions de Palmyre marchèrent vers le sud et s'emparèrent de l'Égypte, le grenier de la Méditerranée. Ce ne fut pas seulement une conquête territoriale, ce fut une déclaration directe. Qui contrôle le grain, contrôle la stabilité. Et Zénobie le savait. Peu après, ces domaines s'étendirent vers l'Anatolie. En quelques mois à peine, le royaume palmyrénien passa d'un allié inconfortable à gouverner près d'un tiers de l'ancien espace romain oriental. Mais le véritable défi ne se trouvait pas sur les cartes, mais sur les monnaies. Zénobie commença à frapper des pièces où son visage apparaissait aux côtés de celui de son fils Vabalate, accompagné de titres que Rome réservait exclusivement à ses empereurs. Augusta, Augustus. Des mots qui, dans le langage impérial, n'étaient pas honorifiques, mais absolus. Pour Rome, c'était une blasphémie politique. Les titres impériaux n'étaient pas de simples nominations. Ils étaient la matérialisation du pacte entre le pouvoir humain et l'ordre divin. Les utiliser sans autorisation équivalait à nier la légitimité de l'Empire. Et Zénobie le faisait au grand jour, en métal, en circulation quotidienne, transformant son défi en quelque chose de tangible qui passait de main en main. Pendant 3 ans, Rome toléra cette anomalie, non par faiblesse morale, mais par nécessité. L'Empire traversait l'une de ses périodes les plus fragiles. Invasions aux frontières, généraux se proclamant empereurs, provinces entières remettant en question l'autorité centrale. Dans ce contexte, Palmyre était à la fois un problème et un tampon. La détruire impliquait d'ouvrir un vide dangereux en Orient. Mais quand Aurélien monta sur le trône, cette tolérance prit fin. Aurélien n'était pas un politique de salon. C'était un empereur forgé dans les camps militaires, obsédé par l'unité impériale. Pour lui, il n'y avait pas de demi-mesure. L'Empire devait être un ou il ne serait rien. Le défi de Zénobie ne pouvait être résolu par des négociations. Il fallait y répondre par un message clair et exemplaire. Entre les années 272 et 273, Aurélien marcha vers l'Orient à la tête de 6 légions. Il récupéra d'abord l'Anatolie, puis il défit les forces palmyréniennes près d'Antioche. Chaque victoire non seulement affaiblissait Zénobie, mais resserrait l'étau symbolique autour de sa figure. Lorsque les troupes romaines arrivèrent aux portes de Palmyre, la réalité devint inéluctable. Zénobie comprit que la résistance directe était inutile. Elle opta alors pour la fuite, montée sur un rapide dromadaire, tentant d'atteindre le territoire perse. Elle ne cherchait pas seulement refuge, mais une seconde chance. La Perse était la seule puissance capable d'équilibrer Rome. Mais la tentative échoua. Elle fut capturée sur les rives de l'Euphrate, à quelques kilomètres de la frontière. Elle ne tomba ni au combat ni lors d'un acte héroïque final. Elle fut arrêtée en transit, dans cet espace ambigu entre l'espoir et la défaite. Pour Rome, cette capture était parfaite. Il n'y avait pas de martyr, il n'y avait pas de scène glorieuse, seulement une reine arrêtée, vivante, intacte. Et précisément pour cela, son véritable châtiment ne faisait que commencer. La capture de Zénobie ne fut pas la fin de la campagne,
mais le début d'une phase plus délicate. À partir de ce moment, chaque décision romaine fut guidée par une logique différente de celle du champ de bataille. Il ne s'agissait pas de neutraliser une ennemie, mais de préparer un événement. Zénobie fut ramené à Palmyre et, de là, intégré à une caravane militaire qui traversa l'Anatolie, la Grèce et finalement la mer vers l'Italie. Le trajet fut long, lent et soigneusement contrôlé. Elle ne fut pas enfermée dans une cellule sombre. Elle ne fut privée ni de nourriture, ni de repos. Au contraire, les officiers romains s'assurèrent que sa santé restait stable. Elle avait de l'eau propre, des rations adéquates et une protection contre les excès du chemin. Pour un observateur superficiel, cela aurait pu ressembler à un geste de respect. En réalité, c'était un investissement. Rome préservait une ressource symbolique. Durant ces mois de transfert, Zénobie eut le temps de comprendre la nature de son destin. Chaque aube confirmait qu'elle ne serait pas éliminée en silence. Chaque crépuscule renforçait la certitude que son corps restait utile au pouvoir qu'il avait vaincu. L'incertitude n'était pas un effet secondaire du châtiment. C'était le châtiment lui-même. Dans ce transit forcé, la reine vaincue fut dépouillée de sa capacité de décision sans être dépouillée de son identité visible. Elle restait reconnaissable. Elle restait Zénobie. Et précisément pour cela, le processus était si corrosif. Rome ne voulait pas effacer sa figure immédiatement. Elle voulait l'exposer intacte comme preuve vivante que même les souverains les plus fiers pouvaient être réduits sans qu'il soit nécessaire de les détruire physiquement. Cette méthode révèle une compréhension profonde de la psychologie du pouvoir. La violence directe génère de la résistance. L'attente prolongée génère de l'usure. En maintenant Zénobie dans un état intermédiaire, ni libre ni condamné, Rome l'obligeait à habiter une suspension permanente. Elle ne pouvait pas planifier. Elle ne pouvait pas espérer une fin claire. Elle ne pouvait qu'avancer vers quelque chose qui n'avait pas encore de nom. Lorsqu'elle arriva finalement en Italie, elle ne fut pas conduite directement à Rome. Elle fut installée dans une villa en dehors de la ville. Là commença la phase finale de préparation. Des esclaves impériaux la vêtissaient, arrangeaient ses cheveux, soignaient son apparence. Elle portait ses propres robes royales, confisquées à Palmyre, ainsi que ses bijoux et ornements. Chaque détail était intentionnel. La paradoxe était évidente. Jamais elle n'avait été aussi bien présentée, ni aussi complètement dépouillée de pouvoir. Les chaînes, toujours présentes, rappelaient que toute cette élégance ne lui appartenait plus. Elle faisait partie du décor de sa défaite. Dans cet isolement contrôlé, Zénobie cessa d'être une souveraine pour devenir une figure en attente. Un objet de contemplation future. Un message encore non prononcé. Le triomphe approchait. Et avec lui, le moment où son image serait livrée au jugement de toute Rome. Dans les jours précédant le triomphe, Rome se transforma en une scène expectante. Les rues furent nettoyées, les temples ornés, les parcours délimités. Tout devait être prêt pour le plus grand spectacle du monde antique. Et au centre invisible de cette préparation se trouvait Zénobie, déjà transformée en une pièce essentielle de la chorégraphie impériale. Ce fut alors qu'apparurent les chaînes d'or. Ce n'était ni un détail improvisé, ni un geste d'extravagance. C'était une déclaration soigneusement calculée. À Rome, le fer était associé aux châtiments ordinaires, aux esclaves et aux criminels. L'or, en revanche, était le métal des dieux, des rois, de l'abondance illimitée. L'utiliser comme instrument de soumission était une façon de dire que l'Empire pouvait se permettre de dégrader même ce qu'il y avait de plus précieux. Les chaînes étaient trop visibles de loin. Leur poids obligeait à une posture contrôlée, à des mouvements lents et mesurés. Elles n'immobilisaient pas, mais ne permettaient pas non plus l'oubli. Chaque pas exigeait une conscience. Chaque geste rappelait la condition imposée. L'ingénierie de cet objet ne cherchait pas à provoquer un effondrement immédiat, mais à maintenir une tension constante pendant des heures. Un châtiment conçu pour durer exactement le temps nécessaire. Zénobie comprit le message avec clarté. Rome ne cachait pas sa défaite, elle l'exhibait comme une œuvre d'art politique. La reine ne serait pas présentée comme une figure méconnaissable, mais comme ce qu'elle avait été, puissante, élégante, admirée. Ce n'est qu'ainsi que le contraste aurait un effet. Ce n'est qu'ainsi que l'humiliation serait complète. Cette insistance sur le symbole révèle quelque chose de profond sur la mentalité romaine. L'Empire ne se maintenait pas uniquement par des légions, mais par des récits.
Il avait besoin d'histoires visibles, incarnées dans des corps réels, qui enseignaient sans avoir besoin de mots. L'or transformé en chêne était l'une de ces histoires. Elle disait « Même ce qui définit ta grandeur peut être utilisé pour te la nier ». D'un point de vue plus large, cette logique n'appartient pas seulement à l'Antiquité. Tout au long de l'histoire, le pouvoir a souvent préféré transformer les emblèmes de l'adversaire en instruments de contrôle. Ce qui légitimait auparavant soumet maintenant. Ce qui inspirait la fierté provoque maintenant la honte. C'est un investissement symbolique aussi efficace que silencieux. Pendant ce temps, Zénobie demeurait dans une attente surveillée, vêtue comme une reine, traitée comme une prisonnière. Chaque regard posé sur elle n'était pas de compassion, mais d'anticipation. Rome attendait le moment où toute cette préparation atteindrait son apogée. Le triomphe ne serait pas seulement le défilé d'Aurélien, ce serait la représentation finale d'une idée, qu'aucun défi, aussi audacieux soit-il, ne pouvait échapper au langage du pouvoir impérial. Et quand ce jour arriva, toute Rome était prête à regarder. L'aube du triomphe arriva enveloppée d'une tension presque festive. Très tôt le matin, les citoyens commencèrent à occuper les meilleures places le long du parcours. Pour beaucoup, il ne s'agissait pas seulement de célébrer une victoire militaire, mais d'être témoin de quelque chose d'irremplaçable. Le triomphe était un privilège rare, réservé aux moments exceptionnels, et celui-ci promettait d'être rappelé pendant des générations. Le défilé commença au Champ de Mars. Aurélien avançait sur sa quadrige, vêtu de la toga picta brodée d'or, incarnant le vainqueur choisi par les dieux. Derrière lui, l'ordre du cortège suivait une logique précise. D'abord, les dépouilles de guerre, des coffres débordants, des étendards capturés, des symboles arrachés à Palmyre et transformés en trophées. Ensuite, des créatures exotiques venues d'Orient, non seulement comme curiosité, mais comme preuve que l'Empire atteignait des lieux que la plupart ne connaîtraient jamais. Venaient ensuite les prisonniers communs, groupés, interchangeables, déjà dépouillés de toute individualité. Et enfin, séparés de tous, apparaissait Zénobie, seule. Cette solitude faisait partie du message. Elle ne partageait son destin avec personne, car elle ne représentait personne d'autre qu'elle-même, et tout un royaume en même temps. Elle marchait pieds nus, non comme une négligence, mais comme une négation rituelle de son ancien statut. Les pierres de la Via Sacra, usées par des siècles de cérémonies, devenaient un seuil physique et symbolique. Chaque pas marquait la distance entre la reine qu'elle avait été et la figure que Rome créait devant les yeux du monde. La foule réagissait comme prévu, rires, commentaires, non déformés transformés en moqueries. Il n'était pas nécessaire de comprendre son histoire pour participer. Le spectacle avait réduit son identité à une fonction claire, démontrer que même la grandeur peut être désarmée publiquement. Certains spectateurs levaient de leurs enfants pour qu'ils voient mieux. C'était une leçon précoce sur l'ordre du monde. Zénobie avançait sans répondre. Elle ne rendait pas les regards. Elle n'offrait aucun geste. Ce contrôle de soi, loin d'alléger sa situation, la rendait encore plus perturbante. Rome était habituée aux pleurs, aux suppliques, à l'effondrement visible. Le silence discipliné introduisait une fissure inconfortable dans le scénario du triomphe. Mais même cette fissure était absorbée par la narration impériale. La dignité contenue se transformait en un raffinement supplémentaire de l'humiliation. Quand le cortège atteignit le forum, le défilé s'arrêta. Là, les prisonniers restèrent immobiles tandis que l'empereur montait au temple pour accomplir les rituels finaux. La foule put alors s'approcher, observer de près, montrer du doigt, mesurer avec les yeux le poids de l'or transformé en chêne. Dans cet espace suspendu, Zénobie ne marchait plus. Elle existait simplement, exposée, comme un objet qui devait être compris. Et dans cette compréhension collective, le châtiment atteignait sa forme la plus complète. Après le moment suspendu au forum, le triomphe entra dans sa phase la plus ambiguë. Pour la plupart des captifs illustres de l'histoire romaine, ce point marquait le seuil final. Après avoir été montrés, réduits et compris par la foule, ils étaient conduits vers un lieu d'où ils ne revenaient pas. Le système offrait une conclusion claire, presque logique. Mais dans le cas de Zénobie, Rome décida de rompre avec sa propre coutume. Aurélien savait qu'une reine éliminée pouvait devenir un souvenir gênant. Les histoires ont tendance à adoucir les fins abruptes, à transformer les vaincus en figures tragiques. C'est précisément ce que l'empereur voulait éviter.
Zénobie ne devait inspirer ni nostalgie ni compassion durable. Elle devait se diluer lentement, perdre sa forme, devenir une ombre quotidienne. C'est pourquoi elle ne fut pas conduite à une fin immédiate. Elle fut retirée du centre du spectacle et transférée à Tibur, une localité tranquille à l'est de Rome. Là, loin des avenues monumentales et du bruit politique, commença l'étape la plus silencieuse de son châtiment. Elle reçut une modeste pension du trésor impérial, non pas comme une reconnaissance, mais comme un rappel constant de dépendance. Chaque pièce était une confirmation que son existence était désormais administrée par le même pouvoir qui avait détruit son royaume. La femme qui avait gouverné des territoires de l'Égypte à l'Anatolie vécut désormais dans une maison ordinaire, non pas misérable, mais délibérément anodine. Rien en elle ne devait évoquer la grandeur passée. Rome ne cherchait pas à la punir par des privations extrêmes. Elle cherchait quelque chose de plus subtil, la normalisation forcée, transformer l'extraordinaire en ordinaire. Elle fut contrainte de s'intégrer à la vie sociale romaine comme une veuve parmi d'autres. On s'attendait à ce qu'elle respecte les rituels quotidiens, qu'elle fasse ses achats au marché, qu'elle accepte une identité qu'elle n'avait pas choisie. Même son mariage ultérieur, avec un homme de position secondaire, semblait conçu pour effacer tout reste de singularité. Pas un esclave, car cela aurait été une insulte excessive. Pas un égal, car cela aurait été impensable. Quelqu'un d'intermédiaire, irrelevant. Le coup le plus profond ne résidait pas dans les conditions matérielles, mais dans le temps. Chaque jour s'écoulait sans but historique. Chaque aube confirmait qu'elle n'était plus nécessaire ni dangereuse. Pour une femme qui avait vécu au centre des décisions impériales, cette insignifiance était une forme d'annulation lente. Rome comprenait que le pouvoir le plus absolu n'a pas toujours besoin de détruire. Parfois, il suffit de relocaliser, de déplacer une figure hors du récit principal jusqu'à ce qu'elle cesse d'avoir de l'importance. Zénobie était toujours vivante, mais elle n'appartenait plus au monde qu'elle avait tenté de modeler. Pendant ce temps, en Orient, Palmyre commençait à écrire son propre épilogue. Et Zénobie, isolée dans son silence domestique, était sur le point de découvrir que son châtiment personnel ne serait pas le seul héritage de son défi. La tragédie de Zénobie ne se referma pas avec son exil silencieux à Tibur. En fait, son destin personnel ne peut être pleinement compris qu'en observant ce qui arriva à ce qu'elle avait tenté de protéger. Palmyre, sa ville, son projet politique et culturel ne survécut pas longtemps après sa chute. Après le triomphe, Aurélien avait opté pour une apparente modération. Il laissa une garnison romaine et permit à la ville de continuer d'exister sous supervision impériale. Mais Palmyre n'était plus la même. Sans sa reine, sans sa figure cohésive, l'équilibre interne se brisa. Peu de temps après, ses habitants se rebellèrent de nouveau, proclamant un parent de Zénobie comme nouveau gouvernant. Pour Rome, ce ne fut pas une erreur politique. Ce fut une confirmation que la ville devait être éliminée en tant qu'entité historique. En l'an 273, Aurélien retourna dans le désert oriental. Cette fois, il n'y eut ni négociation ni geste symbolique. Palmyre fut dépouillée de son statut, de ses temples, de sa mémoire. Les centres religieux furent fermés, les archives détruites, les structures civiques démantelées. La ville qui avait été un pont entre les mondes fut réduite à des ruines silencieuses sous le soleil implacable. Zénobie vécut assez longtemps pour recevoir des nouvelles de cette disparition. Depuis la tranquillité forcée de Tibur, elle sut que tout ce qu'elle avait construit n'existait plus. Il n'y avait plus de trône à revendiquer, ni de peuple à gouverner, ni de Dieu à invoquer en son nom. Son châtiment, alors, atteignit une dimension totale. Elle avait non seulement perdu son pouvoir, mais aussi le sens de son passé. Les registres concernant sa mort sont imprécis. Certains suggèrent qu'elle décéda quelques années plus tard, d'autres qu'elle survécut plus longtemps, vieillissant dans l'anonymat. Il n'y a pas de tombe connue, pas d'inscription, pas de monument. La reine qui fut célébrée comme l'incarnation de la grandeur orientale disparut sans laisser de traces physiques. Sa fin fut aussi ordinaire que Rome l'avait prévu. Ce destin ne fut pas une exception. L'Empire avait perfectionné un protocole pour les femmes de haut rang capturées. Il ne cherchait pas leur élimination immédiate, mais leur transformation. Les transformer en veuves sans histoire, en pensionnaires de l'État, en figures qui ne représentaient plus rien. Ainsi, Rome ne conquérait pas seulement des territoires, elle conquérait des identités.
Les ruines de Palmyre se dressent encore dans le désert syrien. Colonnes brisées, temples vides, ombre de ce qui fut l'une des villes les plus splendides du monde antique. Mais il n'y a pas de lieu pour rendre hommage à Zénobie. Son nom survit dans des textes, dans des récits fragmentés, dans la mémoire d'une humiliation soigneusement conçue. Ce fut la véritable victoire de Rome. Non pas la défaite d'une armée, mais la capacité d'effacer une alternative historique. Zénobie passa d'Augusta à l'insignifiance, de symbole de défi à avertissement silencieux. Et dans ce transit, l'Empire fit clairement passer son message au monde. Défier l'ordre absolu ne mène pas à une mort glorieuse, mais à une vie vidée de sens. Le pouvoir qui se limite à détruire peut être oublié. Le pouvoir qui transforme et efface demeure.